Bonsoir à tout le monde. Alors nous allons démarrer cette séance du conseil municipal et nous commençons d'abord par l'appel. Donc pour faire l'appel, nous devons désigner un secrétaire de séance. Je vous propose le nom de Monsieur Medji. Y a-t-il un candidat? Non. Donc Amaury, secrétaire de séance. Bonjour à tous. Charles Alexandre Prokopovitch. Présent. Christophe Han. Présent. Agnès Lelani. Présent. Conrad Valran. Présent. Zora Elbasri. Présente. François Mortier. Présent. Nathalie Top. Présente. Thierry Lemans. Présent. Marie-France Seyss. Présente. Philippe Debry. Présent. Irène Ferrand. Présente. Jean-Claude Cavrin. Présent. Pascal Demet. Présente. Manuela De Freitas donne pouvoir à Nathalie Top. Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Valérie Solos. Présente. Tecla Ménager. Présente. Nicolas Ledru. Présent. Marco Gigante. Présent. François Delouvry. Présent. Gilbert Amblot. Présent. Francis Pilois. Présent. Séverine Rasson donne pouvoir à Charles-Alexandre Prokopovitch. Julie Keva donne pouvoir à Amaury Medji. Maryse Legros. Présente. Claude Prince. Présente. Gaëtan Jeanne. Présent. Francis Ménager. Présent. Mélanie Vaneuve. Présente. Francis Landré. Présent. Frédéric Powels. Présent. Michel Blondel. Présent. Merci. Merci. Donc merci. Avant de passer au vote du procès verbal de la séance précédente et d'examiner les délibérations, je souhaiterais faire quelques communications. La première, c'est que je souhaite que nous rendions hommage à messieurs Jacques Anico et Christian Autier, qui ont été membres du conseil municipal colistier de Maurice Caudron en 1983, et pour M. Anico, qui a également été adjoint de M. Chabas, et qui après est parti dans le Limousin et qui est devenu maire de sa commune. Donc je souhaiterais rendre un hommage à ces deux personnes qui nous ont quittés il y a quelques jours ou quelques semaines. Voilà, donc j'aimerais que nous puissions observer un temps de recueillement pour ces deux élus. Merci. Ensuite, je voudrais adresser et publiquement un remerciement particulier au DGS de la métropole qui a permis à ce que le parc urbain soit enfin retravaillé et surtout que les arbres les plus dangereux soient enlevés et qu'il y ait une nouvelle régénération du parc urbain. Grâce au directeur général des services de la métropole, c'est assez rare pour le souligner, mais la seule personne qui a pu répondre et faire avancer le dossier, c'est le DGS de la MEL. Donc on peut le remercier, car je le rappelle, le parc urbain n'appartient pas à la ville, mais appartient à la métropole. Auparavant, il appartenait au département, mais avec le changement et la loi MAPTAM, c'est la métropole qui maintenant en a la charge. Ensuite, je vais faire peut-être comme une sorte de bande-annonce, pour parler en français. Nous avons obtenu pas mal de subventions concernant l'école Paul Bert, notamment la rénovation énergétique de l'école élémentaire. J'y reviendrai lors de prochaines délibérations, mais je souhaitais quand même mettre en avant ce point. Alors, avant d'examiner les délibérations, je vous propose d'approuver le procès verbal de la séance du 24 septembre 2025. Il n'y a pas de remarques? Donc, qui s'abstient, qui vote contre? Je l'ai adopté à l'unanimité. Alors, nous allons passer à la première décision modificative de crédit, où nous avons énormément de lignes. Alors, je pense, on l'a évoqué en commission, je vais lister plutôt
les mouvements principaux. Donc au niveau de la partie dépenses, pour les dépenses de fonctionnement, le point le plus important en baisse de dépenses, c'est les 47 695 €. C'est un changement de règle comptable où pour le marché de notre chauffage, qui est la partie P3, donc travaux neufs, qui n'est plus en fonctionnement mais en investissement, ce qui est intéressant pour nous. Donc c'est pour ça qu'il y a ces retraits de 47 000 €. Voilà, ensuite on a le point important aussi, c'est les subventions aux associations, les moins 5 000. Donc c'est la provision que nous avions faite pour l'école Saint-Luc au niveau du coût de l'élève s'il y avait un nombre important, plus important d'enfants à la rentrée du mois de septembre, et il s'avère qu'il y a moins d'enfants, donc cette provision tombe de fait sans aucun problème. Ensuite, au niveau de l'investissement, des dépenses d'investissement, pour les points les plus importants, on a les 41 000 €, c'est pour l'acquisition du terrain le long de la maison d'Aluin. Les 156 000 €, ce sont les travaux pour l'Éden, où il y a de gros travaux qui vont être faits pour la remise à jour et la sécurisation de la façade, les rideaux de scène, toute la sonorisation. Voilà, un passage, je veux dire, au XXIe siècle pour beaucoup de choses, parce que les rideaux et la sono datent des années 80 et il y a besoin de moderniser l'équipement en gardant le cachet d'origine et peut-être en revenant à l'authenticité, surtout au niveau de la façade. Ensuite, donc pour les travaux en cours, les moins 350 000 €, mais ça on le retrouvera dans la P et dans la PCP, c'est pour l'école Paul Bert. Matériel de transport, donc c'est 45 000, c'est pour les voitures. Les 47 000, vous les retrouvez pour Dalkia. Voilà. Ensuite, au niveau des recettes de fonctionnement, ce ne sont que des notifications. Pas de questions. Et ensuite, au niveau des recettes d'investissement, alors c'est là où on a des notifications, mais nous avons eu 45 364 € pour la rénovation de l'éclairage public de la part de la métropole. On a eu 554 635 € de la métropole concernant la rénovation thermique pour l'école élémentaire Paul Bert. Au niveau des 150 000 €, c'est l'État. Et là, on peut remercier l'État, donc au niveau de la DSIL, qui nous donne 150 000 € rien que pour la construction de l'ascenseur pour l'école élémentaire Paul Bert, qui, je le rappelle, à moins que quelqu'un ait des chiffres contraires, mais personne ne me l'a prouvé encore, que l'école élémentaire Paul Bert est la plus grande école publique élémentaire du département du Nord. Donc c'est un aussi des points majeurs qu'on a mis en avant pour obtenir des subventions. On a quand même 20 classes, et sans ascenseur, c'est pas forcément facile sur 3 niveaux. Surtout pour les 2 étages. Pour le rez-de-chaussée, ça pose pas de difficulté. Ensuite, les 8 651 de subventions pour le réseau des médiathèques. Et ensuite, une subvention aussi très importante de 204 750 € de la part du département pour la rénovation thermique et l'accessibilité de l'école élémentaire Paul Bert. Ensuite, on a des points qui peuvent, s'il y a des questions, où j'y répondrai, mais normalement ça a déjà été évoqué. Et je souhaite donc mettre en avant notre besoin d'emprunt qui diminue de 542 000 €. Donc nous allons, comme pour l'année dernière, donc 2024 et 2025, nous n'avons pas souscrit d'emprunt pour les investissements que nous avons effectués. Voilà, et notre décision modificative de crédit numéro 2, donc la dernière de l'année. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Blondel. Bonsoir à toutes et tous. Juste quelques mots sur cette décision modificative numéro 2. Dans cette DM, notre commune va percevoir pas moins de 950 000 € de subventions de l'État et diverses collectivités. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Je tiens à remercier les différents services techniques, financiers, administratifs, élus
pour le montage de ces dossiers de subvention, dossiers ardus à monter. Cette manne financière permet à la commune de ne pas emprunter et de diminuer sa dette. Ces sommes dues seront certainement en reste à réaliser sur l'exercice 2026 et permettront de nouveaux investissements sur 2026. Ce qui nous permet d'être plus ou moins sereins malgré les incertitudes sur nos futures dotations de l'État. Merci pour cette saine gestion et de m'avoir écouté. Alors je pense que l'entièreté du conseil, donc de la municipalité et l'ensemble des élus se joint au remerciement auprès des services. Et c'est vrai que monter ce type de dossier, c'est pas évident. On a quand même une personne qui est chargée de ça. Je ne donnerai pas le nom de l'agent, mais il y a un super travail qui est fait en collaboration avec le service finance et les services techniques. Donc on peut vraiment remercier l'ensemble des agents pour leur travail. Puis aussi les élus qui vont frapper à toutes les portes. Voilà. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc nous restons sur l'école Paul Bert, élémentaire, avec l'APCP. Donc c'est notre deuxième APCP. Depuis de nombreuses années, on s'occupe du budget de la ville et c'est que notre deuxième parce qu'avec la M57, nous avons la chance de pouvoir utiliser cet outil qui trace très bien la partie, les coûts et les recettes au niveau des projets. Parce que normalement, un budget municipal est un budget annuel. Et là, on a la chance de pouvoir glisser sur plusieurs années, mais au moins ça permet d'avoir un état déréalisé, ce qu'on verra sur la PCP suivante. Donc pour la rénovation de l'école Paul Bert, on vous propose donc le tableau avec un décalage d'investissement parce que les travaux vont commencer début janvier, enfin, après les vacances de janvier, pour la phase de l'ascenseur. Et ensuite, après le mois de juin, la rénovation thermique commencera. Pourquoi c'est sur plusieurs années? Pour deux raisons. La première, c'est que il nous faut lisser les dépenses pour pas qu'on ait une surcharge d'investissement. C'est un petit peu le débat qu'on avait eu concernant l'autre partie du site Paul Bert avec la cuisine centrale et l'école maternelle. Mais c'est aussi, contrairement à l'école maternelle et la cuisine centrale, un site occupé. Et comme je disais, plus de 450 enfants, c'est pas forcément, on ne peut pas forcément faire tous les travaux d'un coup. Il y aura des coups d'accélérateur pendant les vacances scolaires, ça c'est certain. Et donc vous avez aussi retracé dedans les subventions de l'État, du département et de l'AMEL. Est-ce qu'il y a des questions sur cette APCP? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Et ensuite, donc, APCP numéro 2, la clôture du plateau multisport et piste d'athlétisme Léo Lagrange à le plateau Alice Milia. Donc l'AP initiale était à 400 000, finalement on est arrivé à 430, donc vous avez l'ensemble des crédits, donc 34 560 dépensés en 2024 et en 2025, 386 429 € et 16 centimes. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Alors, petite nouveauté aussi, cette fois-ci, aliénation de biens mobiliers. Nous avons un partenariat au niveau de la cuisine centrale, donc l'atelier cuisinière du fait maison, avec la société MKN, qui fait des démonstrations aussi sur ces produits. Donc ces produits, ce sont des fours, du matériel de cuisine. Et on a donc des prix défiant toute concurrence, mais nous font aussi la reprise de l'ancien matériel. On vous propose de vendre 2 fours flexi-combi à 20 niveaux, une sauteuse flexi-chef et 2 100 litres G1. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques?
ou des précisions techniques, mais bon, c'est un petit peu tard pour me demander les précisions techniques maintenant, mais je ne pense pas. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Ensuite, alors, comme c'est une subvention exceptionnelle, elle est passée en commission finance, mais c'est une subvention qui concerne la culture et également le patrimoine de la ville. C'est une proposition de subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association des Amis de l'Orgue de Saint-Jean-du-Ferrin pour l'organisation du concert des 30 ans de l'orgue de l'église. Donc avec 2 chorales, c'était un spectacle magnifique. Et bien qu'il y ait eu beaucoup de manifestations ce jour-là, il y a des personnes qui ont fortement insisté pour être présentes. Et je vais citer Gaëtan, Monsieur Jeanne, qui est aussi à l'instigateur, avec d'autres, de l'avenue de l'Orgue, justement, en 1995, dans cette église. Donc, voilà. Et on a eu la chance aussi d'avoir tous les organistes qui ont pu pratiquer sur cet orgue lors de ce concert. C'était un très beau moment. Voilà, des questions, des remarques sur cette subvention? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Le sujet le plus passionnant de ce conseil municipal, l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges concernant le transfert du golf Lille Métropole, qui appartient à la ville de Ronchin, Leuzel et Lille, à la métropole. On vous propose donc d'adopter le rapport de la CLECT qui n'a aucune incidence financière pour la ville. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient et qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Ensuite, provision pour litiges et contentieux. Donc ça a été évoqué en commission. Évidemment, les membres de la commission savent quel est le nom de l'agent, mais ça c'est effectivement caché parce que la libération sera publique. Mais voilà, donc nous avons un agent qui n'a pas été titularisé, qui a fait un recours auprès du tribunal administratif contestant cette absence de titularisation. Le tribunal administratif a donné raison à la ville. Ce monsieur a fait appel. Et pour rien vous cacher, il y a quand même quelques médias qui ont parlé du sujet, voilà, des médias nationaux. Nous sommes obligés de provisionner donc tout son salaire, son traitement, au cas où il gagnerait en appel, mais il y a quand même 99% de chances qu'il ne le gagne pas, voilà, vu les circonstances et les motifs. Donc voilà, y a-t-il des questions, des remarques sur ce point? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Vous? Abstention? Abstention. La délibération est donc adoptée avec 30 voix et 3 abstentions. Donc ouais, le changement de circonstances. Le premier a été voté pour. Au niveau de l'association de l'amicale du personnel, une provision, donc une avance sur subvention. Je ne peux pas voter, monsieur Landré non plus, donc une proposition de 5 000 € pour qu'ils puissent organiser leur manifestation. Y a-t-il des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité des votants. Au niveau de l'association du club pongiste, donc une avance de 10 000 €, monsieur Pilois ne peut pas voter. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc, qui s'abstient, qui vote contre? Délibération votée à l'unanimité. Subvention à l'Office municipal des sports, donc une avance aussi, 10 000 €. Donc ne peuvent pas voter monsieur Ledru Nicolas, madame Agnès Lehanic, monsieur Ménager Francis, madame Ménager Tétin, monsieur Poels Frédéric, monsieur Pilois Francis et moi-même. Des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité des votants.
Dernière avance de subvention pour l'association Espoir, donc 20 000 €. Ne peuvent pas voter M. Debril, M. Desbouvry, Mme Ferranc, M. Ménager, Mme Ménager et M. Pilois. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité des votants. Alors peut-être là le sujet qui va sans doute mériter un débat, la convention pour la fourniture et la livraison de repas aux élèves de l'établissement scolaire privé Saint-Luc. Donc comme vous le savez, depuis toujours, au moins depuis 1922 d'ailleurs, la ville de Lys fait les repas pour les enfants des écoles. Jusqu'en 2011, voilà, cette période, la ville fournissait les repas également pour l'école Saint-Luc. Il y a eu des discussions et voilà, ça s'est arrêté à partir de cette date. Il y a quelque temps, avec Madame Cesse notamment, nous avons eu des discussions avec l'OGEC et la direction de l'établissement qui ont souhaité savoir quelles seraient les conditions pour rejoindre la livraison des repas, pour revenir plutôt à la livraison des repas par la ville. Donc, nous avons demandé à ce que nous ne prenions pas en charge l'inscription des élèves, que nous n'assurions pas la surveillance lors du temps de cantine, que la partie investissement qui est apportée dans l'école, nous n'en chargions pas. Nous ne faisons que de la fourniture de repas. Et après, l'office, il n'y aura pas de personnel municipal qui sera là-bas pour réchauffer, on fait la liaison chaude et la liaison froide pour s'occuper du service et de la cuisine. Donc voilà. Ensuite, on aura donc, pour cette application de convention des tarifs à voter sur la délibération suivante. Si vous le souhaitez, on peut grouper les deux délibérations et où je cite tout de suite les tarifs que nous allons appliquer pour l'école Saint-Luc, enfin pour l'OGEC. Donc au niveau élèves maternels domiciliés à Lys-les-Lannoy, donc 3,10 €. Élèves maternels extérieurs, 3,20 €. Élèves élémentaires domiciliés à Lys-les-Lannoy, 3,30 €. Élèves élémentaires extérieurs, 3,50 € et un adulte, 6 €. Voilà. Et c'est eux qui nous donneront les bons et la facturation se fera au mois. Y a-t-il des questions ou des remarques sur le sujet? Pas de questions, pas de remarques. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Les délibérations sont adoptées à l'unanimité. Merci. Et je peux le dire maintenant, on a aussi les meilleurs ambassadeurs pour la fourniture des repas, ce sont les enfants eux-mêmes qui fréquentent les ALSH et qui sont à l'école Saint-Luc. Souvent, ils disent que c'est bien meilleur au centre aéré plutôt qu'à l'école. Donc, ça a été long. Au niveau de la partie RH, donc, je fais une pause. Non, c'est pas une chanson. Bonsoir à tous. Alors, pour la partie RH, nous avons 5 délibérations qui proposent des créations d'emplois non permanents temporaires, comme la trésorerie nous le demande. Donc, je vous propose, comme ça a été évoqué en commission finances, de passer toutes les délibérations en même temps. En filière administrative, il y a 2 postes d'agents administratifs à temps complet. En filière technique, 2 postes d'agents techniques à temps complet, ainsi que 4 postes d'agents à temps complet en ce qui concerne les missions de surveillance et de prévention sur le territoire communal. En filière technique, il y a également des postes en service informatique, en économa, pour le personnel dans les écoles, notamment les ATSEM, et l'entretien des locaux. Et en filière animation, il y a tous les postes qui sont provisionnés pour le fonctionnement des ALSH ainsi que des vacances d'été. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces délibérations? Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est une
C'est ce qui nous était demandé depuis l'année dernière. L'administration française, il faut des délibérations pour des choses qu'on fait depuis toujours. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Les délibérations sont adoptées à l'unanimité. Délibération donc relative à l'adhésion au dispositif interne de signalement des atteintes à l'activité physique et une délibération aussi très importante. Alors, opposition au vote d'une délibération concernant l'adhésion au dispositif interne de signalement des atteintes à l'intégrité physique, aux actes de violence, de harcèlement, de discrimination, d'agissement sexiste, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation auprès du CDG 59. Le CDG 59 propose de mettre en place ce dispositif de signalement auquel les collectivités pourront adhérer par convention. Le dispositif interne de signalement du CDG comprend le recueil par une cellule d'écoute, une double procédure d'orientation, en premier lieu vers les services et les professionnels compétents pour accompagner et soutenir les personnes victimes, et en deuxième lieu vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection et assurer le traitement des faits signalés. Après l'avis favorable du comité social territorial du 13 novembre 2025, et après présentation en commission finances et ressources humaines, il vous est proposé de voter pour cette convention d'adhésion qui sera conclue jusqu'au 31 décembre 2026. C'est l'occasion aussi de remercier tout le travail qui est fait avec le centre de gestion du département du Nord. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Madame Vanov. Bonsoir à tous. Donc notre groupe votera en faveur de l'adhésion au dispositif interne de signalement. Nous considérons en effet qu'il est essentiel d'offrir à l'ensemble des agents de la commune un cadre de travail sain, bienveillant et protecteur, et de mettre à leur disposition des outils clairs pour prévenir ou signaler toute situation de mal-être, de discrimination ou de harcèlement. C'est un enjeu humain essentiel, mais également un enjeu de qualité pour notre service public. Cependant, au-delà de l'adhésion formelle, nous souhaitons attirer l'attention sur un point important: la sensibilisation des agents et des élus. Dans cette délibération, il a rappelé que l'autorité territoriale s'engage à désigner un référent signalement, à proposer aux agents et aux élus des sensibilisations dispensées par le CNFPT et l'Association des maires du Nord, et mettre en place des actions de prévention auprès des managers. Notre question est donc la suivante: comment la commune prévoit-elle concrètement d'organiser cette sensibilisation des agents et des élus, et selon quel calendrier? Car un tel dispositif, aussi pertinent soit-il, n'aura de véritable efficacité que s'il est connu, compris et approprié par celles et ceux qu'il est censé protéger. Alors ma première remarque, ma première réponse, c'est que c'est une question qui aurait pu être posée en commission pour avoir l'ensemble des éléments, qu'on vous transmettra en partie détail, parce qu'il y a des choses qui ne regardent pas forcément l'ensemble des lissoirs, mais sachez que tous les élus auront accès à toute la partie voilà, de ces signalements, enfin de comment les procédures vont être mises en place. Jusqu'à aujourd'hui, avant cette convention, donc c'est soit Monsieur le DGS, soit moi-même, soit le CST, ou soit Madame la DRH. Et c'est pas forcément évident pour un agent de se dire je vais tout de suite en parler à un de mes collègues ou à un élu. Donc c'est pour ça qu'on a un recours à un tiers. Il y aura des sensibilisations qui vont être faites avec différents ateliers, comme ce qu'on a pu faire sur les violences intrafamiliales avec l'association Solfa, où on avait mis en place ces ateliers avec une partie des effectifs de la crèche. Ça a tourné pour que la crèche puisse tourner, avec des animateurs des ALSH, avec la bibliothèque, avec les gens qui sont à l'accueil, avec la police municipale. Donc tout ça, ce sera un calendrier à définir avec le CDG, avec des réunions, avec aussi la lettre qui est diffusée au niveau du personnel, quelque chose qu'on a mis en place, une lettre qui est mise tous les mois et qui permet aussi d'avoir toutes ces informations. Il y aura un point qui sera fait aussi, et je prends à témoin Monsieur le directeur général des services, mais je pense que ça a déjà été effectué, mais plus précisément avec l'ensemble des chefs de service sur comment ça va être orienté. C'est un petit peu, vous savez, le principe. Donc nous, on va faire cette communication, mais c'est un peu comme le principe des signalements
des enfants qui sont victimes de violences. Et malheureusement, j'ai dû en faire un récemment. Nous en faisons auprès du département ou auprès du parquet. Et après, les choses s'arrêtent pour nous. Là, ce sera pour l'agent, ce sera pareil, il fera le signalement et le CDG verra les choses et ils viendront nous redonner les choses si le cas est vrai. Mais sachez qu'en interne, on a aussi toutes les procédures qui permettent de limiter de telles situations. Et c'est pour ça aussi, quelquefois, que bon, alors, je trouve que c'est quelque chose qui ne doit pas se produire, mais s'il y a des tensions dans une équipe, par exemple avec des arrêts maladie, c'est pour ça aussi qu'on a des contractuels pour remplacer et pour compenser aussi ces absences en personnel qui créent une tension aussi dans le service et qui, pour certaines personnes malheureusement, ont des réactions qui ne sont pas toujours faciles et qui sont un petit peu bougons, si je peux parler un peu plus poliment. Voilà, mais on fera un point et je vous propose que cela sera évoqué à la prochaine commission finance avec un point avec Madame la DRH qui nous fera un superbe travail. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote supplémentaire. Donc, qui s'abstient, qui vote contre? J'ai eu la réponse. Voilà. Adoption à l'unanimité. Alors Thierry, pour Monsieur Le Mans, pour aussi un sujet qui est pas neutre. Qui n'est pas neutre, non. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc cela concerne la convention entre la ville de l'Isle-et-Hanoï et la métropole européenne de Lille sur la crémation des corps exhumés des sépultures reprises par la commune. Par délibération du 8 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé le renouvellement de la convention entre la commune et la métropole européenne de Lille concernant la crémation des corps exhumés. Des sépultures reprises par la commune. Cette convention est arrivée à échéance. Il convient donc de la renouveler pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2026. Après examen en commission municipale, finances, ressources humaines, administration générale, développement économique, il est demandé donc au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention telle que proposée et de faire exécuter les modalités de la dite convention. S'il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Monsieur le premier adjoint. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter une délibération concernant l'adhésion au dispositif métropolitain de valorisation des C2E, auquel nous adhérons déjà, c'est un renouvellement. Donc, depuis le 1er janvier 2019, la MEL coordonne un dispositif mutualisé de valorisation des C2E dont peuvent bénéficier les communes volontaires. La MEL propose ainsi aux adhérents de se regrouper pour valoriser les C2E au meilleur prix. Sur la période 2019-2024, le dispositif métropolitain a permis de valoriser 453 gigawattheures pour une recette totale de plus de 3 millions d'euros. Le Conseil métropolitain a validé le 17 octobre 2025 la poursuite de cette offre de service. Et la ville de l'Isle-et-Hanoï souhaite pour sa part renouveler son adhésion à ce dispositif. La MEL regroupe donc les C2E pour les vendre, puis reverse à la commune un prix compétitif fixé à 8,02 € par mégawatt. Elle prend au passage, bien sûr, 33 centimes par mégawattheure pour les frais de gestion. Vous trouverez en annexe 4 cette convention, et donc on vous demande d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Donc ce sont des recettes. Oui, en plus d'être utile, Voilà, c'est ce des sont des recettes. recettes. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours pour Monsieur le Premier Adjoint, une des délibérations les plus importantes d'un dispositif qu'on a rejoint avec la MEL fin du mandat dernier, début de ce mandat. Je vais laisser Christophe le présenter. Donc c'est une délibération concernant le permis de louer et le permis de diviser
auquel nous adhérons également, hein, c'est aussi un renouvellement. Donc, afin de lutter efficacement et durablement contre l'indignité des logements, la métropole européenne de Lille, compétente en habitat, a complété avec 3 dispositifs les moyens existants favorisant le repérage et la prévention du développement des logements indécents. Donc, il s'agit de l'autorisation préalable de mise en location, la déclaration de mise en location et l'autorisation préalable aux travaux de division. La commune a souhaité mettre en place l'autorisation préalable de mise en location, dit permis de louer, sur 3 quartiers que sont Le Bon Poste, Le Centre, Justice Jules Guesde, et également l'autorisation préalable à la division de logement, dit le permis de diviser, obligatoirement en vigueur sur l'intégralité de la commune. Donc l'objet de la présente délibération est d'autoriser la signature de la convention avec l'AMEL pour les 2 dispositifs que je viens de citer, en sachant que l'instruction des demandes sont instruites par la commune et donc remboursées par l'AMEL pour un montant de, pour le permis de louer, 52,58 €, pour le permis de diviser, 105,15 €. La convention sera signée pour 3 ans à partir de janvier 2026. C'est aussi l'occasion sur le sujet de remercier l'AMEL, mais aussi et surtout de remercier l'État via l'ARS sur les arrêtés qui sont pris pour lutter contre l'habitat insalubre, indigne. Et il y a de temps en temps, alors de temps en temps quelques arrêtés. On doit être sur 3 ou 4 arrêtés par an au niveau de la commune, mais c'est déjà ça, et encore d'autres, sans doute, logements. Mais c'est un très très gros travail, et là, il y a un très très beau travail de la part des services de la ville, des services de la métropole, et aussi de l'État, notamment de l'ARS. Ce qui est nouveau. Oui, mais il y a un très très gros travail là-dessus. Donc s'il y a des remarques, voilà, il n'y en a pas, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. La politique de la ville, donc ça c'est pour Philippe. Oui, bonjour à tous. Alors, considérant le nouveau contrat de la ville et des solidarités adopté par le Conseil métropolitain le 19 avril 2024 pour une durée de 6 ans. Ce nouveau contrat vise à améliorer la lisibilité et la cohérence des actions entreprises, tout en se dotant d'un projet de territoire fort au bénéfice des habitants les plus fragiles. Alors, les engagements retenus par la ville de Lille-Sélamois sont lutter contre les inégalités de l'enfance, notamment par la réussite éducative et scolaire de tous les jeunes, œuvrer pour le vivre ensemble en renforçant la solidarité en direction des publics les plus démunis et isolés, tout en promouvant le vivre ensemble, promouvoir l'accès aux soins et à la prévention. Donc vous avez toute la liste des actions qui sont mises en place par le centre social. Il y a aussi les actions du CIAVIC et les actions de la commune, comme le festivité par exemple. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Le centre social des 3 villes. Oui, donc c'est une convention que l'on signe régulièrement avec le centre social. Ça permet d'avoir un soutien aux compétences parentales, soutien scolaire, développement des actions culturelles, développement de la mobilisation et de la participation des habitants, approbation du cadre de vie, développement des solidarités, insertion socio-professionnelle des jeunes et adultes, promotion de la santé, accompagnement des seniors, développement durable et citoyenneté. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non, je peux juste ajouter qu'on a un très très bon travail avec le centre social des 3 villes qui intervient aussi sur la commune. C'est une superbe structure qui travaille très bien auprès de tous les publics et notamment auprès des jeunes. Et on a une adhésion de l'Issois de plus en plus nombreuse, voire, je ne veux pas dire qu'il y aura plus de Lissois que d'autres habitants des autres communes, mais à Lille-Sélamois, au niveau des adhérents, ça a bien augmenté.
Voilà, donc, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Politique de la ville. Je voudrais juste dire une petite chose. Cet après-midi, il y avait le Noël du quartier bleu. Il y a eu bientôt 300 personnes qui ont assisté à la manifestation. Tout à fait. Donc, Je confirme, oui, avec un beau spectacle de Belgique, oui, tout à fait. Alors ça, c'est la convention avec l'école du mouvement. La commune de Lys et de Lannoy, en partenariat avec l'école du mouvement, souhaite développer un projet inscrit dans la politique de la ville visant à soutenir les familles et leurs enfants. Ce projet se poursuit sur plusieurs objectifs. Créer des activités partagées parents-enfants autour du sport favorisant les échanges de convivialité. Faciliter l'accès au sport et à la culture pour tous les publics. Encourager et accompagner l'implication des parents dans la vie de leurs enfants. Promouvoir de nouvelles formes de relations familiales fondées sur la coopération et la confiance et le plaisir d'agir ensemble. Après, je reprécise, comme je l'ai déjà dit, voilà. L'action, comme disait le général de Gaulle, l'action n'est réservée qu'à une personne. Par contre, la délibération, c'est plusieurs. Hein. Donc, après ce trait d'humour, juste remercier aussi le grand travail qui est fait par l'EDM sur tous les publics, et effectivement sur la politique de la ville, mais aussi sur le sport santé et de ce qui est fait dans les écoles. Ils sont très bien inclus dans la ville et font un super boulot. Voilà, y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Poès. Oui, bonsoir. À la commission du 25 novembre, donc, cette convention a été présentée pour la deuxième fois entre la ville et l'école du mouvement. L'année dernière, dans la convention, nous avons eu un descriptif du budget qui avait été chiffré à 9 500 €. Et cette année, dans cette convention, nous n'avons plus de budget descriptif. Nous avons donc parlé à cette commission de si on pouvait la mettre ce soir au conseil municipal. Et au vu du compte-rendu de la commission, nous ne voyons pas ce que nous avons demandé à cette commission. Et M. Hanck nous avait promis de le mettre ce soir. Donc on est étonné de ne pas le voir. Est-il possible d'avoir le descriptif budgétaire, comme l'année dernière, dans la convention? Merci beaucoup. Je suis bien désolé en effet de se louper. Ça vous sera fourni sans problème. On sera sur les mêmes montants. On va passer à 95 000 € et on va pas diminuer à 950. Voilà, on sera sur le même montant et vous aurez la réponse au plus tard début de semaine prochaine. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Ensuite, Horizon 9. Horizon 9 est une association de prévention et d'éducation spécialisée qui permet de lutter contre le décrochage des élèves de 15 à 18 ans et de lutter aussi contre le mal-être, souvent créé par les difficultés scolaires ou bien familiales. Donc le travail s'inscrit dans une dynamique de réseau impliquant à la fois les familles et les professionnels afin de construire une alliance psycho-éducative. Cet environnement soutenant favorise la mobilisation des jeunes autour d'un projet d'avenir et les aide à rompre avec la répétition des échecs et se retrouver en confiance en leurs capacités. Des remarques? Non, donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Alors, je vous propose non pas de reporter la révision de l'agenda 22, mais d'attendre pour qu'on le fasse en même temps avec la CCA, pour que Mme Demey puisse parler. Je ne vais pas dire que ce sera un peu le meilleur pour la fin, mais c'est une tradition où Pascal termine toujours les derniers conseils municipaux de l'année. Donc, si tu peux attendre quelques instants, parce que Marie-France est impatiente de pouvoir s'exprimer, de pouvoir présenter la délibération sur la compte de subvention pour l'OGEC et la modification du règlement du MAC.
Bonjour à tous. Donc, cette délibération concerne l'acompte de subvention pour permettre à l'école Saint-Luc de fonctionner en début d'année comme traditionnellement tous les ans on passe cet acompte. C'est un acompte qui est de 70 000 € qui est versé donc au premier trimestre et si le montant n'est pas pile 70 000 €, ce qui est forcément le cas, la différence est imputée sur le versement suivant. Donc par exemple l'année dernière, le premier trimestre était censé être à 74 000 €, à peu près. Les 4 000 € de différence ont été imputés sur le deuxième trimestre. Voilà, donc là c'est juste un acompte en prévision de... Voilà. C'est un peu comme toutes les autres délibérations qu'on vient de passer dans différents sujets. Comme les avances sur subvention. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Et le multi-accueil. Donc je présente la délibération suivante en lieu et place de Manuela De Freitas qui est absente. Ça concerne la modification du règlement de fonctionnement. Donc le règlement de fonctionnement, c'est un règlement qui a été mis en place dès l'ouverture du multi-accueil et qui a été à de nombreuses reprises modifié, adapté, amélioré en fonction de ce qu'on pouvait constater dans la vie quotidienne et aussi des réglementations CAF, PMI, etc. Donc là, il s'agit donc considérant donc le changement de direction du multi-accueil avec une profession différente. En l'occurrence, Madame Fromont était infirmière puéricultrice. La nouvelle directrice, Ève Niquet, est de formation infirmière et sa profession est cadre de santé paramédicale. Et donc ça nous oblige à le signaler. Ensuite, considérant la volonté municipale d'assurer la continuité et l'amélioration de la qualité d'accueil des enfants et de leurs familles, la nécessité d'adapter le règlement de fonctionnement aux évolutions réglementaires et aux orientations de la caisse d'allocation familiale dans le cadre de la PSU, c'est ce que je viens d'expliquer. Il est proposé certaines modifications du règlement de fonctionnement, particulièrement les modalités d'admission, avec une précision sur les modalités de pré-inscription et d'inscription, les dispositions médicales avec la suppression des jours de carence sous condition de présentation d'un certificat médical et l'ajout de motifs d'éviction, donc on a rajouté quelques maladies. Les congés avec un assouplissement des règles relatives à la pause des congés pour l'enfant, donc c'est-à-dire l'autorisation malgré un contrat de ne pas mettre l'enfant sur tel ou tel jour. Les modifications qui étaient présentées en couleur distincte dans le document annexé afin d'en faciliter la lecture. Et donc on vous demande d'accepter ces modifications du règlement de fonctionnement. Est-il des remarques ou des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Pascal. Donc pour l'agenda 22 et la présentation. Bonsoir. Bonsoir. En 1993, l'Assemblée générale des Nations unies définit la Convention des droits des personnes handicapées, laquelle est complétée en 2006 par la Convention universelle des personnes handicapées de l'ONU. De ces deux conventions internationales a découlé l'agenda 22, visant à assurer l'égalité des chances. En 2010, la France et l'Union européenne ratifient la Convention de l'ONU. Dès 2013, la ville de L'Isle-et-la-Noix s'est dotée d'un agenda 22 local pour la période 2013-2020. Une première révision a été approuvée en décembre 2019 pour la période 2020-2026. Actuellement en France, 3 villes et une région ont un agenda 22. Dans ce domaine, la ville de L'Isle-et-la-Noix est une collectivité pionnière. Par la suite, les villes de Cognac et d'Angoulême se sont inscrites dans cette démarche. En 2023, la région Île-de-France
a mis en place un agenda 22, soit 10 ans après la ville de l'Isle-et-Lannoy. La municipalité a décidé de procéder à une nouvelle révision de l'agenda 22 local pour la période 2026-2032, afin d'assurer une véritable transversalité des délégations, des services municipaux ainsi que des partenaires institutionnels et associatifs ont pris part aux travaux de révision de l'agenda 22. Cette démarche participative a nécessité 2 ans et demi de concertation et 18 réunions de travail. Pour nous avoir gratifiés de leur expérience dans le champ du handicap, je remercie les partenaires suivants. L'association EDM MVBL, l'ESA du Haut-Vinage, Mantes APF, Amabilis, le GIP Val-de-Marque, l'Espace Ressources Cancer, la Maison des Aidants, APF Entreprise Grand Lille, le DAC Appui Santé du Ferrin, le Centre Social des Trois-Villes, Artaban, l'Union Commerciale des Vitrines de Lannoy et de Lys, et Atout Assès. Suite à sa participation à la révision de l'agenda 22, Atout Assès a proposé à la commune que le théâtre de l'Éden soit labellisé Tourisme et Handicap. Le label Tourisme et Handicap est géré par Atout France, Atout Assès et son relais local. Dans l'optique du label, des travaux d'accessibilité ont été réalisés. Dès que le dossier sera validé par la Commission nationale du label Tourisme et Handicap, le théâtre de l'Éden sera labellisé pour 4 déficiences: moteur, visuel, auditif et intellectuel. La plaque de la labellisation sera apposée sur la façade du théâtre. Le théâtre de l'Éden sera inscrit dans le DataGouv, une plateforme de données publiques où sont enregistrés tous les établissements labellisés. L'agenda 22 sera transmis à la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, accompagné du rapport d'activité annuel de la CCA. Il sera disponible sur le site internet de la commune. Vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, vu l'avis de la commission communale d'accessibilité du 28 octobre 2025, vu l'avis de la commission travaux, sécurité, développement durable, politique de la ville, handicap, transport du 25 novembre 2025, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'agenda 22 local de la ville de l'Isle-et-Lannoy pour la période 2026-2032, tel que présenté et annexé à la présente délibération, d'autoriser la poursuite des partenariats et des concertations et d'actions transversales à la mise en œuvre de l'agenda 22 local, autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès des partenaires institutionnels toutes les subventions et financements éventuels relatifs aux actions inscrites dans l'agenda 22 local. C'est l'occasion de remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à cette écriture de cet agenda. Et lors de cette application du... Il y a un conseil à part Non, non. On laissera pour l'équipe suivante un agenda 22 qui aura en plus l'école Paul Bert qui sera accessible. J'en reviens à ce sujet, c'est un sujet majeur pour l'égalité et l'instruction dans l'école de la République. Et tous les bâtiments municipaux seront accessibles à l'ensemble des personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Et ça, c'est pas le cas partout, et ce sera une de nos grandes fiertés sur ce Mondacy. Tout aurait été programmé pour que les équipes suivantes puissent avoir une ville accessible. Et ça, c'est vraiment pas le cas partout. Et on fêtait les 20 ans de la loi de 2005 que le président Chirac avait souhaité, notamment avec le plan cancer d'ailleurs. 20 ans après, chez nous, on sera au clair. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de questions. On peut passer donc au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Libération adoptée à l'unanimité. Pascal, une présentation des travaux de la CCA. Le rapport d'activité de la CCA 2025.
La loi du 14 février 2005 impose à toutes les villes de plus de 5000 habitants de mettre en place une CCA. Le rapport d'activité annuel de la CCA doit obligatoirement être présenté au conseil municipal. En 2025, la CCA s'est réunie 5 fois. Cette année, nous avons reçu plusieurs partenaires afin que nous puissions finaliser les travaux de révision de l'agenda 22 local. Nous avons reçu les intervenants suivants. Pour le GIP Val-de-Marne, Madame Graziella Legrecy de la mission locale, Madame Cécile Lefebvre-Dupuis, Monsieur Nicolas Barrois, directeur du service de transport adapté APF Entreprise Grand Ligne, Madame Sandrine Depouc de l'association Artaban, un service d'aide et de soins pour l'autonomie à domicile, Madame Antonelle Bertin du service mandataire d'accompagnement spécialisé MandAPF, Madame Muriel Destambert a été invitée à une CCA afin qu'elle puisse présenter son service d'aide à domicile Amabilis. À l'invitation de Madame Muriel Estambert, les membres de la CCA ont visité la résidence Mobicap. Donc cette présentation n'appelle pas de vote vu que c'est un CRAC. Je vous informe qu'il y a aussi un CRAC qui est disponible au niveau du secrétariat général pour le bailleur SIA Habitat. Vous avez ensuite l'ensemble des actes de décision du maire qui ont été prises entre le 1er août 2025 et le 31 octobre 2025. Je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année et merci aux élus pour tout le travail de cette année 2025. J'ai oublié de dire quand même merci. Voilà, cette fois-ci, c'est pas M. Jeanne, c'est Mme Prokopovic qui vous fait signe de la tête pour vous dire que nous avons un chiffre record au niveau du Téléthon avec je vais te laisser annoncer le chiffre, mais aussi cette année grâce à la participation exceptionnelle de beaucoup d'associations, mais de l'EREA et de la CEPA du Collège Gambetta qui ont ramené plus de 1000 € pour ces deux sections. Et donc je te laisse annoncer le chiffre global. 9 578 €. Merci à tous.